bonsoir à la maison et bienvenue à la toute première édition de mon projet en 180 secondes. Léonie sera également avec moi à l'animation pour passer en entrevue les candidats. Je m'appelle Rémi Bouchard, je suis très content d'être avec vous ce soir. L'imagination est bien plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée, l'imagination encercle le monde. Maintenant, je suis devenu la mort, le destructeur des mondes. C'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Mon projet en 180 secondes, mais c'est quoi? C'est l'initiative des professeurs en sciences de la nature qui ont cherché à s'adapter en contexte de pandémie. Donc, c'est un concept qui est inspiré du concours international Ma thèse en 180 secondes. Les finissants du programme de sciences de la nature ont 180 secondes pour expliquer un concept et le vulgariser au grand public. Ce soir, pour la grande finale, ce sont 12 finalistes qui vont vulgariser leur projet. Donc, ce sont les meilleurs candidats. Au total, c'est 850 $ de bourse qui sont en jeu ce soir. Quand même. Les présentations seront jugées par un panel de scientifiques composé de messieurs Maxime Gélina, professeur de physique au Cégep de Jonquière, de Dr Mathieu Cusson, professeur de biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi, et de Dr François Laplante, conseiller principal technologie, analytique, stratégie, innovation, solutions technologiques, aluminium CRDA, Rio Tinto. Sous la supervision de M. Sacha Auclair-Vincent, professeur de biologie au Cégep de Jonquière. Ils auront à se prononcer sur le talent d'orateur et d'oratrice et l'implication, de la qualité de la vulgarisation, la structure de l'exposé et finalement, ils accorderont des points bonis pour leur concept coup de cœur. J'inviterai donc pour commencer notre présidente d'honneur de la soirée. En plus d'avoir participé à des concours d'art oratoire durant son parcours au secondaire, Mme Bergeron travaille dans les médias depuis 1996, année où elle a gradué d'ATM au Cégep de Jonquière. Elle a évolué principalement comme coordonnatrice de la salle de nouvelles de Bell Média au Saguenay et comme journaliste dans les émissions du matin. Depuis 2 ans, elle co-anime l'émission C'est jamais pareil à ICI Radio-Canada. Veuillez accueillir Mme Julie Bergeron. Bonjour à vous, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis bien heureuse d'être ici ce soir. Je suis heureuse d'être ici ce soir parce que mon travail depuis 20 ans, c'est de vulgariser différents sujets, mais surtout, depuis les 2 dernières années, des sujets parfois assez complexes à expliquer. Et oui, pendant la pandémie, là, je me suis mis beaucoup aux connaissances scientifiques parce que j'ai dû faire comprendre à monsieur, madame, tout le monde, à nos auditeurs, ils sont intelligents, nos auditeurs, et ils ont besoin de comprendre pourquoi on leur donne différentes indications. Je vous donne un petit exemple rapidement en débutant. Il y a quelques années, il existait des centres de conditionnement physique pour femmes. Et là, on était dans des stations, l'une à côté de l'autre. Et moi, je suis anonyme, comme 2-3 fois par semaine lorsque je m'y rends. Et là, j'entends les dames qui se parlent entre elles et elles disent: as-tu entendu ce matin à la radio ce qu'elle a dit? Puis là, 1 fois sur 2, c'était pas tout à fait ce que j'avais dit à la radio, parce que c'était moi, la madame de la radio, qui avait parlé de telle ou telle information. Donc, ça m'a beaucoup sensibilisée au fait d'être clair, d'être imagé, parce que d'être clair d'abord pour que la personne ait bien compris, d'être imagée, être intéressante aussi, parce que la personne, l'auditeur ou vos futurs étudiants peut-être, eh bien, ils vont peut-être vous écouter parfois d'une oreille, parfois en faisant la vaisselle ou des choses comme ça. Alors, vous voyez, on a besoin d'attirer l'attention. Ça, c'est bien important. Ce dont je voulais vous parler ce soir également concernant la vulgarisation scientifique, c'est que presque à chaque matin, donc, j'ai à vous parler de sujets scientifiques parce qu'il y en a beaucoup ces temps-ci. Et à Radio-Canada, on est bien fiers d'avoir ce mandat-là de vous informer concernant la science, les avancées scientifiques. Et je dois faire des recherches. Donc, moi, je suis comme la personne entre le scientifique et l'auditoire. Donc, je me dois d'utiliser un langage très imagé, un langage qui, comme je vous disais tout à l'heure, nos auditeurs sont intelligents. Donc, on peut utiliser un vocabulaire quand même assez poussé, mais quand même, faut tenter de trouver le plus de synonymes possible, des choses comme ça. Également,
Le défi à la radio est vraiment différent que le défi à la télévision, par exemple. À la télévision, vous avez des supports visuels qui peuvent vous aider à faire comprendre votre sujet. Dans la presse écrite, par exemple, ou sur le site Internet, vous pouvez relire 2 à 3 fois l'article pour bien le comprendre. À la radio, souvent, moi, ça passe en 30 secondes. L'auditeur, s'il ne me trouve pas intéressant, va changer de poste assez rapidement ou sinon mettre une chanson sur son iPhone. Pas besoin de vous dire qu'au cours des 2 dernières années, on a beaucoup parlé de science et c'est là l'enjeu de la pandémie de COVID-19. C'est vraiment l'information qui a fait en sorte, par exemple, que les gens ont décidé d'aller se faire vacciner parce que les gens n'obéissent pas comme ça au doigt et à l'œil pour rien. Les gens ont besoin de comprendre pourquoi ils ont besoin de poser telles ou telles actions. Par exemple, l'une des choses dont je me suis fait le plus parler au cours des derniers mois, c'est mes chroniques recyclage que j'ai fait. Je me suis rendu compte que les gens recyclent depuis des années et manquait encore beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de choses qu'on mettait encore à la poubelle. Alors, le fait d'avoir été clair, imagé dans mes chroniques qui étaient courtes, mais je crois très intéressante parce qu'on m'en a beaucoup parlé, eh bien, ça fait en sorte que je pense que j'ai fait ma petite part pour que les gens recyclent davantage au Saguenay-Lac-Saint-Jean et tous vos discours comme ça pourraient changer des petites habitudes dans la vie des gens, changer peut-être des grandes choses à la fin. Donc, bien important, votre travail de vulgarisateur scientifique. Je suis bien heureuse d'être ici ce soir. Bonne chance à tous les participants. Sans plus tarder, voici la première candidate. On s'en va voir le portrait de Maria Racine. Bonjour, je m'appelle Maria Racine, j'ai 19 ans. Donc, je suis venue vous présenter mon projet qui s'appelle Les shampoings de demain. Donc, un point fort de mon cégep, c'est quand j'ai gagné la bourse du cégep avec la mention protection de l'environnement. Pas besoin d'attendre à demain, je viens vous parler de mes shampoings aujourd'hui. Imaginons que nous sommes un oiseau, plus précisément un fulmar de la mer du Nord. En tant que fulmar de la mer du Nord, nous avons en moyenne dans notre corps 0,6 g de plastique. À l'échelle humaine, cela représente 12 cartes de crédit. Revenons à notre réalité, en tant qu'humains, nous sommes beaucoup moins contaminés que ça. Nous ne mangeons que l'équivalent d'une seule carte chaque année. Cela est possible car la nourriture que nous consommons est contaminée de particules de plastique microscopiques appelées microplastiques. En effet, sa mention biodégradable le confirme. Il ne disparaît jamais vraiment. En fait, il se dégrade en 1000 morceaux, tel un casse-tête dans l'environnement. Pour que cela ne se produise pas, il faut éviter d'en fabriquer. En tant que citoyen, on ne peut pas prendre des décisions à la place des entreprises, mais une solution plus accessible s'offre à nous, le zéro déchet. Le zéro déchet se traduit par l'utilisation d'objets qui sont réparables, réutilisables ou sans emballage. Une des alternatives sans emballage populaires est le shampoing en barre. C'est pourquoi, pour mon projet, j'ai voulu déterminer si le shampoing en barre est aussi efficace pour enlever la graisse des cheveux que le shampoing liquide, et ce, en vue de déterminer s'il s'agit réellement d'une bonne solution écologique. Pour ce faire, j'ai lavé les mèches de cheveux avec du shampoing en barre que j'ai fabriqué moi-même, du shampoing solide et liquide du commerce, ainsi qu'avec du savon à vaisselle. Qui dit lavage, dit cheveux gras. J'ai donc trempé les mèches dans de l'huile d'olive. Une huile dont la composition ressemble celle du sébum, la graisse naturellement présente sur nos cheveux. Parlant des cheveux sélectionnés, j'ai voulu m'assurer de la qualité des échantillons en donnant les miens, qui ont toujours été élevés au grand air. Finalement, pour déterminer leur efficacité, j'ai regardé la quantité d'huile que chaque produit a réussi à déloger des échantillons. Le produit ayant le mieux performé avec 78 % de la graisse qui a été enlevée est le shampoing à barre que j'ai fabriqué moi-même. Par souci d'intégrité, je ne peux pas vous révéler d'où vient la recette, mais je peux vous dire que ce n'était pas de Ricardo. Le deuxième meilleur, le savon à vaisselle, et en troisième place, le shampoing en barre du commerce qui dépasse de peu la performance du produit liquide. Nous pouvons donc en conclure que le shampoing en barre est une excellente alternative à son équivalent embouteillé car il permet un lavage tout aussi efficace qui ne met pas notre santé et celle des animaux à crédit. J'allais vite en
C'est vrai. Merci beaucoup, Maria, d'avoir brisé la glace de ce 180 secondes. Je vais parler avec toi justement de à quel point 180 secondes t'a apporté dans ta vie. Donc, justement, Marianne, Maria, ouais. qu'est-ce que tu penses que 180 secondes a apporté dans ta vie? Ben, pour moi, c'était vraiment un bon défi, puis ça a été juste une source de bonheur continu. J'étais vraiment super contente, puis j'avais comme objectif déjà de me rendre en finale, puis j'étais vraiment super contente de savoir que j'y allais. Fait que pour moi, là, j'arrivais aujourd'hui, puis j'étais déjà aux anges parce que j'avais déjà atteint mon objectif, puis passer sur scène. En tout cas, moi, j'adore ça. Tu avais déjà gagné un petit peu pour toi déjà? Oui, ben c'est ça. Moi, j'arrivais ici, puis je me disais, je vais donner mon meilleur. J'ai une conversation avec les gens, je leur montre mon projet. C'est une fierté pour moi, puis en plus, ça vient direct dans mes valeurs. Donc, c'était vraiment là, une conversation, puis je venais vous montrer mon projet avec toute la bonne humeur que je pouvais. Puis mon objectif aujourd'hui, c'était d'avoir le sourire aux lèvres, puis de vous partager ma fierté. Et qu'est-ce que tu penses que justement, est-ce que tu penses que 180 secondes a apporté quelque chose de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu as découvert une nouvelle partie de toi? Pas vraiment. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'était surtout, j'ai mis en valeur une partie de moi parce que moi, j'ai beaucoup de travail qui met en compte de vulgariser la science. Donc, pour moi, c'était vraiment, là, je mets en valeur une de mes qualités, puis j'en fais bon usage. Et tu as mélangé ça avec la science, qui est quelque chose de la nature qui te plaît, justement. Oui, exact. Et justement, où est-ce que tu te vois dans 5 ans en ayant fait sciences de la nature au Cégep de Jonquière? Je me vois en train d'être une scientifique de l'environnement, donc analyser les changements climatiques, être vraiment là, dans ce domaine-là. Si je ne suis pas dans ce domaine-là pour quelconque raison, je me verrais vraiment pas en sciences. Là. Je me verrais en photographie. Là. Un autre domaine complètement. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment en sciences de l'environnement que je veux aller. Et si jamais tu devais choisir un prof à emporter avec toi dans tes bagages pour l'avenir, quel prof de sciences de la nature tu choisirais? Je pense que je choisirais Mme Patricia Derry parce qu'elle est vraiment très gentille. Puis, c'est ça. Puis, je me sens bien avec elle. Elle est full gentille. Puis, c'est toujours le fun d'apprendre avec elle. Bon, ben voilà. Ben merci, Maria. Merci. On poursuit maintenant avec la présentation de Florence Bilodeau. Allô, moi c'est Florence, j'ai 20 ans, puis mon projet c'est SIA ou le système d'irrigation automatisé. Un de mes points forts de mon passage en Sciences Nat, ça a été le club de robotique. Je pensais pas du tout pouvoir m'intéresser à un sujet comme ça, mais ça a fini que notre projet touchait énormément à ce qu'on voyait dans le club. Les connaissances qu'on a vues dans le programme en général, je suis sûre qu'ils vont être super utiles pour ma carrière. Je vous laisse sur mon projet, bonne écoute! Fait que je sais pas s'il y en a qui aiment les plantes ici, mais moi, je peux vous dire que les plantes, même pas tant. J'ai comme ce qu'on appelle un problème de dosage, c'est-à-dire que mes plantes vivent soit à sécheresse, soit en noyade. Puis, avec ma coéquipière qui vit des problèmes de plantes similaires, on en est venu à se demander comment faire vivre des plantes sans avoir besoin de leur donner trop d'attention. Comme de quoi pour nous aider, tu sais. Fait que je vous présente SIA ou le système d'irrigation automatisé. Son but est vraiment simple, arroser des plantes quand elles en ont besoin avec la quantité d'eau dont elles ont besoin. Puis, on s'est servi de programmation et de capteurs de données pour créer un système qui alimente et contrôle une pompe d'aquarium. Quelque chose de bien simple. Pas pantoute une espèce de casse-tête de logistique accompagnée d'une bonne vieille mop pour ramasser tous nos dégâts. Puis, avec nos meilleurs amis, le logiciel de programmation MBlock puis la carte mère Arduino, on a mis sur pied un code pour gérer SIA. Une carte mère, c'est la composante dans laquelle le code est enregistré. C'est comme notre big boss. Puis, qui dit prog, bien, dit circuit électrique. Puis, notre circuit, c'est un combo 3 en 1. D'un côté, on a notre pompe. On utilise un capteur d'humidité pour terreau qui envoie des valeurs qui sont affichées sur un écran LCD. Si la dite valeur atteint un certain seuil, danger, c'est sec. Entre en jeu un relais, qui est un outil qui va décider si le courant passe ou non. C'est un peu comme le gars qui carte au bar. Donc, quand c'est sec, le courant peut rentrer dans le bar, puis la pompe va démarrer. Puis, au contraire, si la valeur d'humidité est trop basse, bien, pas question que le courant aille boire, puis le relais coupe la pompe. D'un autre côté, on a notre réservoir, mais le problème, c'est que la pompe elle risque de se briser si elle est hors de l'eau. Il faut donc s'assurer qu'elle s'arrête avant. Puis, la solution qu'on a envisagée au départ, c'est un capteur de niveau d'eau. Puis, en parallèle à tout ça, on a un petit circuit avec des composantes qui nous permettent de voir les valeurs de température et luminosité pour s'assurer que nos conditions sont constantes. Sauf que c'est pas arrivé tout beau de même. Il a fallu comprendre que notre pompe est capricieuse et qu'elle a besoin de plus de jus pour pousser l'eau dans notre système. Le relais rend ça possible.
Puis, en plus de carter, Relais Tinder assure la connexion forte entre l'alimentation de 5 volts que notre circuit a besoin, puis l'alimentation de 12 volts pour Princesse la pompe. D'ailleurs, il ne faut vraiment pas toucher au branchement parce que sinon, notre pompe a fait le bacon. Merci, Princesse, tes fils tiennent vraiment bien. Aussi, notre capteur d'humidité était vraiment trop court pour l'utilisation qu'on voulait en faire. Son remplace, c'est un capteur à ultrasons. En gros, il indique la distance entre lui-même et la surface d'eau dans notre réservoir. Notre sécurité est alors en place avec ça. Mention honorable aussi à notre tuyau d'arrosage parce que entre percer les trous à l'aiguille, trouver un moyen d'avoir un meilleur rapport en eau à la fin de notre tuyau, puis essayer de le faire tenir en place, il a vraiment eu le don de me faire reconsidérer mes choix de vie. Merci pour les merveilleuses technologies que sont les bandes de Teflon puis les tie wraps, ça nous a vraiment sauvés. Mais après beaucoup de travail, je suis fière de vous dire que Sia arrose le jardin d'Élodie depuis maintenant 3 semaines et ce, presque sans difficulté. Non, j'ai pas noyé de capteur, de quoi vous parler. Puis nos plantes se portent bien, sont arrosées tous les 4-5 jours. Nous suivons notre système rigoureusement pour éviter tout appel chez Calinette et allons continuer en sorte jusqu'à la fin de la session. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette belle présentation et je pense que c'est le genre de projet qui pourrait être vraiment utile parce que moi, la première, les plantes, c'est pas vraiment mon fort, donc c'est le genre de projet que j'utiliserai. Allô? Allô? Écoute, moi, je me demandais, est-ce que tu as découvert une nouvelle facette de toi à travers le projet 180 secondes? Bien, c'est sûr que condenser quelque chose d'aussi volumineux qu'un projet comme ça, c'est pas une chose facile, donc il a dû viser l'essentiel parce que quelqu'un en plus qui a tendance à en rajouter. Tu sais, moi, j'en aurais pu en parler pendant 10 minutes. Là. Fait qu'on en sait en 3 secondes, c'est sûr que c'était un défi, puis je suis contente d'avoir vu que j'étais capable de le faire. Puis pourquoi tu avais choisi, toi, Sciences de la nature du Cégep de Jonquière? Bien, j'ai toujours été super attirée par les sciences. C'est quelque chose qui me passionne, apprendre plein de nouvelles connaissances comme ça. Mais aussi la possibilité de faire le programme en 3 ans avec le programme sport-études. Je suis musicienne. Puis, avoir cette possibilité-là de consacrer autant de temps que j'aurais pu à mon art, bien, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment incroyable. Puis, Sciences Nat permettait de faire ça. Puis, je me disais aussi, quel prof, toi, tu apporterais avec toi dans ton futur parcours de Sciences de la nature du Cégep de Jonquière? C'est tough d'en choisir un. Il y en a plein, mais pour différentes raisons. Mais si on vise académique, je pense que Jérôme Gagnon, notre prof de maths, je l'ai eu sur 3 sessions sur 4. Puis, je sais pas, je connecte bien avec lui. Je comprends quand il explique qu'il rend ça accessible pour moi. Donc, c'est sûr que ça serait un must à l'université. Okay. Bien, merci beaucoup. Merci. On y va maintenant avec la présentation de Antoine Lebreu. Salut, moi c'est Antoine Lebreu, j'ai 19 ans et aujourd'hui je vais vous présenter l'effet antibactérien du jus de citron sur la bactérie E. coli. En fait, mon point fort de mon passage dans les sciences de la nature, c'est Saguenay scientifique qui consistait à faire la promotion et vulgariser les sciences dans les écoles primaires. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, voici Francis. Francis a 12 ans et il part chercher de l'eau pour les besoins quotidiens de sa famille. Il n'est pas à l'école, il ne joue pas avec ses amis, il marche avec 2 gallons remplis d'eau pesant au moins 5 kilos chaque. Il le sait qu'il va trouver de l'eau, mais ce qu'il ignore, c'est si cette eau en question est potable. Du moins, il l'espère. Au village, plusieurs personnes sont restées clouées au lit, frappées d'un mal inconnu, à la suite de la consommation d'une eau provenant d'une source douteuse. Pour certains, ce sera malheureusement la dernière gorgée. C'est la réalité de bien trop de gens dans les pays en voie de développement. Une situation qui, pour vous et moi, est inconnue, puisqu'il suffit d'ouvrir le robinet pour nous désaltérer. Les coupables se trouvant dans cette eau sont plus souvent qu'autrement des micro-organismes. Tel un cheval de Troie, ceux-ci se cachent dans l'eau et attendent patiemment le signal avant de passer à l'assaut. Si nous avions à nommer la championne en titre dans la catégorie des micro-organismes dommageables pour l'homme, la bactérie E. coli O157H7 remporterait ce titre morbide haut la main. Voyez la bactérie E. coli comme un locataire indésirable. Celle-ci s'installe dans votre corps comme un jeune couple dans un bloc appartement avec le désir en tête de fonder une famille. Mais lorsque je parle de fonder une famille, je ne parle pas du 1,7 enfants comme la famille québécoise d'aujourd'hui, mais plutôt de millions de petits rejetons d'une colonisation à l'échelle bactérienne. Vous comprendrez que cette descendance nombreuse prend de la place et perturbe la vie calme du logement, tout en provoquant des épisodes violents de diarrhée en faisant fuir les locataires. Donc, les huissiers, globules blancs, essaient donc de faire sortir ces locataires indésirables, ce qui fonctionne parfois. Mais lorsqu'ils échouent, les dommages infligés à la structure sont tels qu'elle s'écroule. Et c'est la fin. Sang dans les selles,
déshydratation, décès. Mais si on revenait au début et qu'on empêchait ces locataires indésirables d'entrer dans l'immeuble, et ce dont pourquoi je vous parle aujourd'hui, c'est parce que nous avons trouvé une façon d'éviter ces fâcheux intrus. Une manière peu coûteuse, écologique, naturelle, citronnée, simplement parfaite. L'objectif de notre projet consistait en fait à vérifier le pouvoir antibactérien du jus de citron sur la bactérie E. coli dans l'eau. Pour ce faire, nous avons donc testé l'effet du jus de citron sur la bactérie dans différents milieux. Dans un milieu qui permettait à la bactérie de se développer, dans de l'eau volontairement contaminée par la bactérie E. coli et dans un échantillon d'eau provenant d'une rivière. Le tout avec beaucoup de jus de citron et des milieux qui permettaient d'identifier la présence de E. coli. Suite au test de la bactérie sur le milieu qui permettait de se développer, nous avons remarqué que le jus de citron neutralisait bel et bien la bactérie E. coli. Comme on pourrait dire en fait que pour Francis et sa famille, il y a un avenir meilleur. Il suffit dès lors de se faire pousser un citronnier afin de purifier l'eau à consommer. Merci. Un sujet d'actualité, l'eau potable, tout le monde devrait y avoir accès. On sait que c'est encore un problème dans la société aujourd'hui et dans certains pays. Donc, merci beaucoup, Antoine, pour cette belle prestation. Justement, Antoine, toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? En fait, j'ai fait mes demandes en médecine, donc on croise les doigts vraiment pour espérer que je sois accepté pour la session prochaine. Bien, on te le souhaite aussi. Oui, merci. Puis, pourquoi justement, toi, tu avais choisi sciences de la nature? Justement, juste pour médecine ou pas pour Ah ça non, au en début? fait, c'était toutes les sciences qui m'attrayaient, que ce soit la physique, la bio, la chimie, peut-être un peu moins de ce temps-ci, mais sinon, oui, c'était en gros pour ça, là. Et qu'est-ce que tu penses que 180 secondes t'a apporté justement pour ton futur, pour ton avenir, en fait? Bien, en fait, ça me proposé une, comment dire, une situation qui pouvait me forcer, en fait, à m'améliorer du plan, si on veut, à travailler sous la pression, à verbaliser, en fait, les concepts, au lieu de travailler dans un laboratoire comme pendant 4 heures de temps non-stop. Donc, c'est vraiment différent, là. OK. Et comment tu décrirais l'expérience en 2 mots? Instructive et enrichissante. OK. Puis, un peu comme tout le monde s'est posé tout à l'heure, quel prof, toi, tu apporterais avec toi pour ton avenir dans ton, en dans fait, ton parcours? le professeur que j'apporterais dans mon bagage, ça serait M. Maxime Gelina. Je l'ai eu 2 sessions de suite en physique. OK. Et avant que j'arrive au cégep, la physique, ça me parlait pas tant. Puis là, maintenant que j'ai passé mes cours de physique, j'hésitais à faire un bac en physique ou devenir médecin. Donc, on voit vraiment les deux opposés Ouais, ça s'attache. dans ce cas-là. Ben, écoute, merci Antoine, puis bon succès, puis on espère que tu seras pris en médecine. Bon, bien, merci beaucoup. On poursuit maintenant avec la 4e candidate, Amy Ouellette. Bonsoir, je viens vous présenter Amy Ouellette. Amy va vous présenter son projet qui porte sur l'analyse des alternatives au lait de vache traditionnel. Elle a 19 ans, elle se dirige vers des études en chiropratique. On se croise les doigts pour une réponse positive. Je pense que si Amy pouvait amener un professeur avec elle à l'université dans ses bagages, ce serait Isabelle Bouchard, la coordonnatrice de programme. Amy m'a dit avoir beaucoup apprécié les conversations qu'elle a eues et la qualité de l'encadrement qu'elle a reçu de sa part. Calez-vous dans votre siège. Amy s'en vient tout de suite. Je vais d'abord commencer en vous transportant à votre café favori. Imaginez-vous arriver au comptoir puis commander votre latte glacé habituel. Le choix semblait simple jusqu'à ce que le barista vous demande: est-ce que vous voulez du lait de vache, de soya, d'amande, d'avoine? Tellement d'options pour quelque chose qui semble si banal. Plusieurs questions peuvent se bousculer à ce moment-là dans votre tête. Est-ce qu'il y a une option meilleure qu'une autre dans les alternatives végétales? Est-ce qu'il y en a une qui peut bien remplacer le lait de vache pour les valeurs nutritives? Alors, vous décidez de vous asseoir confortablement en prenant votre café pour faire une petite recherche Internet à ce sujet. Vous trouvez d'abord que les boissons d'avoine, par exemple, peuvent permettre de réduire les gaz à effet de serre ainsi que la quantité d'eau et d'espace utilisée. Bon, puisque vous tenez autant à l'environnement qu'à votre santé, vous décidez de regarder les valeurs nutritives de ces alternatives. Alors, vous trouvez d'abord que les boissons de soya, par exemple, peuvent permettre d'avoir une grande quantité de protéines et que d'autres, comme l'avoine et l'amande, ont des vitamines et minéraux qui ont été ajoutés en additifs alimentaires comme la vitamine A, D, le calcium et la B12. Dans ce cas, les vitamines et minéraux en additifs alimentaires, c'est un peu comme des pépites de chocolat dans un pain aux bananes. Ça rend meilleur, mais c'est pas nécessairement essentiel à la recette. Vous êtes par la suite redirigé sur une page du blog de 3 fois par jour qui vous montre comment faire votre lait d'amande à la maison.
Cela vous semble intéressant, mais vous vous demandez probablement, est-ce que moi, si j'ajoute pas d'additifs alimentaires dans ma recette, je vais quand même avoir un bon apport nutritif? Et c'est là que notre projet, à moi et ma collègue, rentre en jeu. Nous avons donc décidé d'analyser 3 boissons que nous avons faites à la maison, soit la boisson d'avoine, de soya et d'amande, afin de les comparer au plan nutritif avec le lait de vache traditionnel. La première analyse était celle des protéines. C'est une méthode qui, en fait, analyse la quantité d'azote contenue dans les protéines. Étonnamment, le gagnant était le lait d'amande si on le compare aux valeurs qu'on peut avoir sur le marché. Par la suite, nous avons décidé d'analyser le calcium dans tous nos échantillons. Sans surprise, cette fois-ci, le lait de vache en première place, vraiment en première place, mais encore une fois, en deuxième place, le lait d'amande. Donc, avec les 2 analyses qu'on a pu effectuer, on peut dire que le lait d'amande fait maison est celui qui a le plus d'éléments nutritifs qu'on a réussi à analyser avec le temps qu'on avait. Si je pouvais finir en vous disant une chose, c'est que avec les recherches et les expériences qu'on a pu faire, toutes les alternatives avaient vraiment une grande différence dans les valeurs nutritives et la concentration de celles-ci. Alors, si vous aviez à me demander quelle est la meilleure option pour moi, eh bien, je ne pourrais vraiment pas vous répondre parce que, dans le fond, c'est à vous de l'évaluer selon vos besoins personnels. Encore un sujet d'actualité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous demande quel lait on prendrait dans notre café sans vraiment se poser de questions. Donc, c'est intéressant de savoir que, ben oui, ça peut compenser le lait de vache. Donc, moi, ma question, c'était qu'est-ce que tu as particulièrement aimé de ce programme 180 secondes, de ce projet final, en fait? J'ai aimé, ça m'a permis justement de répondre à une question que moi-même, je me posais, tu sais. On va faire des devoirs dans des cafés vraiment souvent. En tout cas, moi, j'aime bien ça. Puis, tu sais, on s'est tout le temps demandé, lait de vache, tu sais, comme j'ai expliqué dans ma présentation. Puis, ça m'a permis justement de voir puis d'étudier vraiment cette question-là qui est à se poser parce que dans le lait de vache, il y a vraiment des éléments nutritifs qui sont essentiels à notre santé. Ouais. Fait que c'est intéressant justement d'avoir une alternative. C'est ça. En plus d'être écologique, donc c'est vraiment... Oui, c'est ça. En plus d'être écologique, c'est bien pour le niveau nutritif. C'est quand même cool à savoir que, justement, il y a des bonnes alternatives. Et toi, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Moi, dans 5 ans, j'espère être prise en chiro. Là. Mes entrevues sont en fin de semaine. Donc, dans 5 ans, je devrais terminer mon doctorat de premier cycle en chiropratique. Je devrais aller sur le marché du travail probablement, puis m'épanouir dans le domaine que j'adore, là, en tout cas, j'ai hâte d'étudier là-dedans. Ben, nous aussi, on te le souhaite, donc bon succès pour l'avenir. Merci. On poursuit maintenant avec le portrait d'Émilie Tremblay. Je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans et mon projet, c'est l'effet du miel de trèfle sur la fermentation du yogourt. Moi, je pense que mon point fort, ça a été de pouvoir m'impliquer en allant dans les classes de primaire, aider les enseignants, dans le fond, à donner des ateliers de sciences puis à transmettre justement un peu le savoir scientifique avec les élèves du primaire. Bonne écoute! Me croyez-vous si je vous dis que le miel, c'est magique? Non? Pourtant, il y a des archéologues qui ont trouvé des pots datant de milliers d'années qui contenaient du miel, que lui aussi datait de milliers d'années, et qui étaient encore intacts. En connaissez-vous beaucoup, vous, des aliments qui restent intacts aussi longtemps? Moi, je ne sais pas pour vous, mais je fais seulement penser à ma banane que je mets le matin dans ma boîte à lunch, qui est toute belle, toute jaune, puis c'est l'heure du midi, bam, elle est rendue toute brune. Alors là, des milliers d'années, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, mais c'est pas magique pour autant. En fait, le miel, il peut se conserver aussi longtemps parce que c'est pas vraiment une bonne maison pour les bactéries. Le miel, c'est majoritairement du sucre. Puis le sucre qui est tellement concentré dans le miel que lorsqu'une bactérie va s'y glisser, elle va se vider de son eau, se déshydrater, puis mourir. Aussi, le miel, bien ça, c'est acide. Puis en général, les bactéries, ils n'aiment pas trop ça. Aussi, dans le miel, il y a des protéines comme la déphensine 1 puis du peroxyde d'hydrogène qui font que la survie des bactéries est difficile. Fait en ayant en tête les propriétés antibactériennes du miel, le but de mon projet, c'est de comprendre de quelle manière le miel de trèfle pouvait avoir une influence sur le yogourt fermenté avec les bactéries Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus et Streptococcus thermophilus. Mais tout d'abord, il
faut savoir que le lait, c'est du lait fermenté. Le yogourt, excuse, c'est du lait fermenté. Et pour faire fermenter du lait, bien, il faut y ajouter des bactéries qui vont venir chercher le sucre du lait puis le transformer en acide lactique. Et c'est cet acide lactique-là qui fait que le lait liquide va devenir du yogourt plus épais. Ainsi, lors de mon projet, j'ai fait beaucoup de recettes de yogourt au miel. Dans ces recettes-là, j'ai fait varier la quantité de miel que j'ajoutais, puis aussi le moment où j'ajoutais mon miel. De plus, j'ai utilisé du miel que j'ai moi-même pasteurisé, donc que j'ai fait chauffer puis refroidi, et du miel non pasteurisé. Il semblerait que ce serait surtout la quantité qui aurait un effet sur la fermentation du yogourt. Donc, lorsque j'ajoute une grande quantité de miel, les bactéries, bien, ils ont de la misère à faire leur travail, puis le lait, bien, il reste du lait. Mais lorsqu'on ajoute une petite quantité de miel, les bactéries sont tout de même capables de transformer le lait en yogourt. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la texture est alors plus intéressante que le yogourt nature. Avec mon projet, j'espère donner plus de connaissances à l'industrie agroalimentaire au sujet des yogourts où le miel prend part à la fermentation, un produit qui est peu répandu sur le marché. Et qui sait, peut-être que sur l'heure du midi, avec votre banane toute brune, vous aurez un petit yogourt au miel. Merci! Merci et félicitations pour ce projet très intéressant. C'est intéressant de voir qu'il y a des aliments qui, même après des milliers d'années, ne sont pas périmés, qui sont encore comestibles. Donc, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Moi, je me demandais quel élément ou aspect as-tu l'impression que 180 secondes t'a fait travailler sur toi? Moi, je pense que ça m'a fait beaucoup travailler sur moi, sur le fait de parler en public, parce que moi, en général, je ne suis pas une personne qui aime beaucoup avoir les projecteurs sur moi. J'aime bien rester dans mon laboratoire de sciences. Donc, ça m'a vraiment permis, je pense, justement, de développer mes capacités à communiquer devant un public. Là, oui. Et justement, si on parle du laboratoire de sciences, dans le programme Sciences de la nature, c'est quoi, toi, que tu as vraiment aimé dans ce programme-là, dans ces années de cégep? Qu'est-ce que j'ai vraiment aimé? Bien, tout. Y a-t-il un cours en particulier que tu as préféré? Ou... moi, je dirais la biologie, parce que c'est vraiment... je pense, la matière qui rejoint plus mes intérêts. Tu sais, moi, j'aimerais ça. Je vais aller dans le domaine de la santé à l'université. Donc, ça rejoint vraiment directement qu'est-ce que je vais faire. Puis, quel prof tu apporterais avec toi pour ton avenir? Moi, je suis pas très originale. J'ai vu que, je pense, c'est Florence qui avait dit qu'elle allait apporter ce prof-là. Donc, moi, c'est Jérôme Gagnon, un prof de mathématiques, parce que je trouvais qu'il faisait... Je trouvais que sa passion transparaissait vraiment dans ses cours. Puis moi, étant une personne que les maths, c'est pas nécessairement ma matière préférée, bien, ça me faisait comme plus aimer les mathématiques. Bon, ben on te souhaite du succès dans tes études. Merci. On continue maintenant avec le 6e candidat, Olivier Vermette. Donc, allô tout le monde, moi c'est Olivier Vermette, j'ai 19 ans et mon projet c'est d'un engin propulsé par des trappes à souris à une zone verte. Donc, mes points forts dans mon passage en sciences naturelles, ça serait vraiment mon parcours, pas exactement comme tout le monde. J'ai vraiment dû contorsionner mon parcours pour pouvoir le faire en 2 ans. OK, donc maintenant, je vais vous présenter mon vrai moi, vu que moi je suis juste en enregistrement. J'espère que vous allez aimer la présentation. Vous connaissez tous les petites voitures que l'on craquait durant nos enfances. C'était vraiment nos jouets préférés. On adorait leur craquement pour ensuite les voir se faire propulser vers l'avant. C'était de la magie. Eh bien maintenant, nous voilà, des équipes qui ont dû concevoir des véhicules propulsés par des ressorts de trappes à souris. Car en effet, le défi Science on tourne de cette année était de concevoir un petit bolide propulsé par 4 trappes à souris et qui devait supporter une charge additionnelle de 1 litre d'eau. Mais le véhicule ne devait pas seulement aller en ligne droite. Non, ça aurait été bien trop simple. Il doit également faire un virage à, devinez quoi, 90 degrés. Merci, organisateurs de Science on tourne, on vous adore. Également, il y a un système de zones, la zone rouge, orange, jaune et verte qui, pour sa part, donne 1000 points. C'est énorme! Mais cependant, le maximum de points qu'une équipe peut récupérer avec les zones est de 1100 points. 1000 points pour la zone verte et 100 points pour la zone jaune. Et ce beau pointage va être ensuite divisé par le temps dans la zone rouge. Donc, pour résumer, plus vous allez loin, plus vous allez vite au début, plus vous allez avoir un gros pointage. Mais maintenant, rentrons dans le cœur du sujet. Notre véhicule.
Mon équipe et moi, au début, on voulait faire un véhicule avec des courbes, des arches, un rêve de designer, mais un enfer de conception. Et au final, on a plus opté pour une forme digne d'un engin de guerre. Et en ce qui a trait à notre système de propulsion, nous voulions nous remémorer nos souvenirs d'enfance, mais après des heures à deviner pourquoi ça bloquait, pourquoi ça craquait, pourquoi ça pliait, en fait, pourquoi ça ne voulait tout simplement pas fonctionner, on a dû pondre un nouveau système de propulsion qui était composé des 4 trappes à souris, de tiges accrochées aux trappes à souris et ensuite de cordes accrochées du bout de la trappe à l'essieu, une tige de métal permettant aux roues de tourner. Et ensuite, c'est tout simple. Il suffit d'enrouler la corde autour de l'essieu, ce qui va craquer les trappes à souris et on lâche le tout. Et notre véhicule ira aussi vite qu'un enfant sous l'effet du sucre. Mais où est le virage dans l'histoire? Le véhicule doit bien tourner un jour. La solution a été très simple. Nous avons uniquement placé un axe fixe dans nos roues, comme quand vous changez l'axe de vos roues quand vous tournez avec votre voiture, sauf que nous, c'était fixe. Et maintenant, voilà, vous avez une recette gagnante, enfin, on l'espère, pour un véhicule qui sera propulsé avec 4 trappes à souris, qui pourra faire un virage à 90 degrés et terminera, comme on l'espère encore, dans la fameuse zone verte tant convoitée. Un projet très original, très intéressant toujours. Et justement, on se pose la question, ces petites trappes à souris avec les virages à gauche étaient très à droite. Pardon, c'était vraiment très intéressant. Donc, bonjour Olivier. Allô? Quel aspect du programme de sciences de la nature t'a aidé justement à performer comme ça ce soir? C'est beaucoup que le programme de sciences naturelles, c'est pas un secret. Il y a beaucoup de matière. Oui, à voir, oui. Donc, on apprend vraiment à mémoriser les choses, à organiser notre espace de travail et notre organisation de travail pour qu'on puisse être le plus efficace possible. Et qu'est-ce que tu penses que 180 secondes a apporté à toi-même, en fait? Qu'est-ce que tu as découvert de toi à travers ce projet? Ce que j'ai découvert, c'est que, étrangement, j'aime beaucoup faire des présentations orales. Je savais déjà un peu, mais pas à ce point et vulgariser, ce qui me donne encore plus le goût de répandre la science en vulgarisant. Donc, tu as découvert comme une nouvelle facette de la science que tu pourrais peut-être faire plus tard. Un peu, oui, plus. Ah, c'est une très bonne idée. Et comment tu décrirais l'expérience en un seul mot? En un seul mot, c'était étrangement incroyable. C'est 2 mots, mais... Étrangement incroyable. Mais écoute, merci beaucoup, Olivier. On te souhaite bon succès pour tes études. Merci beaucoup. Déjà la moitié de l'émission. De fait, on y va maintenant avec la 7e candidate, Alexandra Tremblay-Martel. Bonjour, je me nomme Alexandra Tremblay-Martel, j'ai 19 ans et mon projet s'intitule « Le bioplastique, la recette d'un futur écologique ». Donc plus tard, j'aimerais devenir physiothérapeute et les sciences de la nature m'ont permis d'acquérir des connaissances sur le corps humain, mais également d'acquérir l'amour pour les sciences. J'espère que vous allez aimer ça. L'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Océanie et l'Antarctique. Et si je vous disais que votre cours de géographie du secondaire avait oublié de vous informer de la présence d'un 7e continent? Un continent se situant dans le nord de l'océan Pacifique, faisant approximativement le tiers de la taille des États-Unis, mais qui est presque invisible depuis les satellites. En effet, je parle ici d'une soupe de millions de kilomètres carrés de fragments de plastique provenant d'objets de notre quotidien, tels que des bouteilles d'eau et des emballages alimentaires. Des plastiques faits à base de pétrole qui prendront plusieurs centaines d'années à se décomposer totalement. Durant ce temps, des animaux ingéreront ces microplastiques, les prenant pour de la nourriture. Et si ces mêmes animaux se retrouvent alors dans nos assiettes, nous en mangerons également. En effet, selon une étude du Fonds mondial pour la nature, certaines personnes ingèrent en moyenne 5 grammes de plastique à chaque semaine, soit l'équivalent du poids d'une carte de crédit, sans l'argent qui vient avec, malheureusement. Cependant, il existe des solutions pour du moins contrer l'augmentation de ce continent. Notre objectif était de fabriquer un bioplastique biodégradable à base de plantes qui permettrait de remplacer les pellicules plastiques alimentaires traditionnelles, aussi connues sous le nom de saran wrap. Une technologie avantageuse pour l'environnement, car elle demande moins d'énergie et produit moins de gaz dans l'air que lors de la fabrication de plastique à base de fossiles. Sans parler que les bioplastiques prennent en moyenne quelques mois, voire seulement quelques semaines pour se transformer en compost. Donc, à l'aide d'ingrédients que chacun d'entre vous pouvez retrouver dans votre garde-manger, nous avons fabriqué ces bioplastiques. Nous avons utilisé de la fécule de maïs,
que l'on peut représenter ici comme des petits grains. Nous avons ajouté de l'eau, du vinaigre et mis le tout à la cuisson afin que ces grains éclatent et qu'ils deviennent de longues chaînes telles que des spaghettis. Ces chaînes se sont alors entremêlées les unes aux autres et ont formé le squelette de notre plastique. Puis, comme toute bonne recette, nous avons rajouté des épices, ou plutôt des substances afin d'améliorer le tout, comme de la glycérine. Nous avons pu alors tester les impacts de l'eau, de la chaleur et de l'étirement sur chacune de nos recettes de plastique. L'une d'entre elles a su sortir du lot, présentant des propriétés semblables au saran wrap. Et si chacun d'entre vous ici présent détenez les ingrédients d'un futur meilleur pour votre planète dans votre propre cuisine? Merci. Encore un projet sur l'écologie. Je pense que c'est là qu'on peut remarquer que l'écologie fait partie des valeurs de notre génération et je pense que c'est beau à voir et de prendre conscience de l'impact que nous avons sur la planète. Bonjour. Bonjour. Comment tu penses que le projet 180 secondes a pu t'aider, par exemple, sur ton avenir? Qu'est-ce que tu as découvert en toi? En fait, lors du projet 180 secondes, j'ai appris différentes techniques oratoires, dans le fait, parce que de base, je suis une personne quand même assez gênée, timide, donc être sous les projecteurs, je ne suis pas vraiment habituée. Donc, ça m'a permis un peu d'évaluer ce côté-là, parce que justement, en physiothérapie, je vais devoir avoir du contact humain principalement, donc ça m'a aidé de ce côté-là. Est-ce que tu as aimé ça, justement, de découvrir ça? Est-ce que tu as aimé, finalement, être un petit peu sous le feu des projecteurs quand même? Bien, absolument, ça m'a sorti de ma zone de confort, puis je me suis rendu compte que finalement, c'est moins pire que ça dans l'air, clairement. Puis pourquoi, toi, tu as décidé de faire sciences de la nature au cégep de Jonquière? En fait, en secondaire 5, j'étais pas trop certaine d'où est-ce que je voulais m'en aller, mais j'ai toujours vraiment aimé les sciences. Ça m'a vraiment attirée. Je savais que la santé, ça aurait peut-être pu être une possibilité. Donc, sciences de la nature, c'était vraiment un programme pour moi. Et puis, quel prof tu apporterais dans ton avenir, dans ton bagage pour la vie? Je ferais la place pour deux professeurs, Mme Isabelle Bouchard et M. Guy Louis. Deux professeurs qui m'ont vraiment marquée parce qu'ils savent apporter vraiment leur matière avec humour, capter l'attention des élèves, puis sont toujours présents également pour eux. C'est tout à fait parfait. Bien, écoute, on te souhaite du bon succès dans tes études et puis bonne continuation. Parfait, merci. C'est maintenant l'heure de voir la présentation de Amélie Fortier. Bonjour, je m'appelle Amélie Fortier, j'ai 19 ans. Je vais vous présenter la corrélation entre les effets escomptés et les effets ressentis de l'effet placebo par l'entremise de l'aromathérapie. Un point fort de mon passage en sciences de la nature, je dirais mon cours de biologie 2, en fait, avec M. Guy Louis. Tous mes cours de biologie, les professeurs, le département. J'espère que vous allez apprécier ma présentation. Imaginons que, simplement par la force des mots, nous pouvions soulager toute douleur. Le simple fait qu'un médecin nous dise qu'un tel traitement est efficace suffit à ce dit traitement pour fonctionner. Ce phénomène résulte en fait de l'effet placebo. Le cerveau, le remède que l'on vous tend n'est simplement qu'une pilule de farine ou alors un sirop à base d'eau et de sucre. Le cerveau est simplement convaincu qu'il s'agit là d'un remède miracle. Il atténue alors tout sentiment de douleur dans notre corps après la consommation du médicament. Pourtant, rien dans ce remède ne peut être la cause de cette efficacité. Voyons cela comme un petit tour de passe-passe que l'on fait à notre cerveau. On connaît tous la fameuse phrase « T'es beau, t'es bon, t'es capable ». Eh bien, cette phrase est en réalité que du placebo. Se dire de façon répétitive que nous sommes capables revient à convaincre notre cerveau que c'est réellement le cas. Et c'est pourquoi cette phrase cliché fonctionne si bien. Bref, on dupe notre cerveau en répétant de manière à fonctionner et cette efficacité-là provient simplement, en fait, de notre cerveau lui-même. Mon projet consiste donc en l'étude des symptômes associés à l'effet placebo dans le but de comprendre son ampleur. Pour notre étude, les personnes recrutées consentent à participer à une séance de quelques minutes où ils n'ont qu'à respirer l'odeur d'une bougie au pamplemousse, confortablement installés dans un bureau tranquille sans aucune distraction. Avant la séance, c'est là que la table est mise. Les participants sont mis au courant des bienfaits associés à la bougie qu'ils s'apprêtent à sentir pour les quelques prochaines minutes. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que d'autres personnes ont participé à la même expérience avec la même bougie, mais que ceux-ci s'attendaient à ressentir des effets
complètement différents. C'est là que l'effet placebo fait son petit jeu. Ceux qui s'attendaient à ressentir un gain d'énergie ont en effet ressenti des effets stimulants, alors que ceux qui s'attendaient à se délivrer de leur stress ont bien senti une vague de détente s'emparer d'eux après la séance. Étrange, non? Le même bougie a eu des effets complètement différents d'un groupe de personnes à l'autre, tout dépendamment de ce à quoi ils s'attendaient. Mais pourquoi? Serait-ce expliqué par la manifestation de ce phénomène si mystérieux qu'est l'effet placebo, ou serait-ce simplement expliqué par le confort procuré par les quelques minutes de séance? Notre cerveau serait-il en fait lui-même l'ultime remède à la plupart de nos maux? Merci. Le fameux effet placebo, je pense qu'on a tous eu une fois dans notre vie une expérience avec cet effet placebo. Donc, c'était intéressant d'en apprendre davantage aujourd'hui. Bonjour! Allô! Moi, je me demandais comment tu penses que 180 secondes t'a aidé pour ton avenir? Honnêtement, c'est la première fois que j'ai dû travailler autant sous pression, apprendre par cœur quelque chose. Généralement, je me contente de comprendre. Si j'ai compris, on va y aller avec ça. Le par cœur, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Puis là, c'est 100% du par cœur. Fait que là, c'est plus difficile. Fait que là, c'est le stress tout en embarque, le cœur qui va. Mais honnêtement, c'est d'apprendre que apprendre par cœur, c'est pas le meilleur. Honnêtement, c'est pas la meilleure façon d'apprendre. Et où est-ce que toi, tu te vois dans 5 ans après avoir fait Sciences de la nature au cégep? Je me vois, en fait, enseigner la biologie au niveau collégial. Donc, tout mon parcours, Sciences de la nature, m'a permis d'apprendre ça, en fait. Pourquoi j'ai fait Sciences de la nature, c'était parce que, honnêtement, je suis polyvalente, j'aime tout. Je savais vraiment pas où ce que je m'en allais. J'aurais pu faire tout, en fait. Donc, là, c'est vraiment avec tous les cours que là, j'ai réalisé, la biologie, c'est vraiment fait pour moi. Bien, écoute, on te souhaite d'y arriver, d'être prof de biologie, puis bon succès pour l'avenir. Merci. On poursuit maintenant avec Émilie Dallaire. Bonjour, moi c'est Émilie Dallaire, j'ai 20 ans et mon projet, c'est les parfums naturels et synthétiques. Donc, mon point fort de mon passage en sciences de la nature, c'est d'avoir participé à Saguenay Scientifique parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a ouvert l'esprit sur différents aspects des sciences. Donc, sans plus attendre, voici mon projet. Imaginez être invité à un grand gala. Lorsque vous êtes sur le point de quitter, il semble vous échapper quelque chose. Une dernière étape qui semble anodine pour certains, mais très importante pour d'autres. Et oui, vous avez oublié de vous parfumer. Mais pourquoi est-ce tant primordial? Souhaitez-vous impressionner quelqu'un ou serait-ce pour votre propre plaisir olfactif? Eh bien, peu importe la réponse, il est sûr qu'un produit parfumé vous permettra d'atteindre votre but. En effet, les parfums et les autres produits parfumés permettent de mettre l'accent sur certains traits de caractère. Par exemple, ce parfumé peut aider à faire transparaître l'apparence d'une personne sûre d'elle-même. Par ailleurs, les parfums sont fréquemment utilisés afin d'exprimer un désir ou pour montrer une perspective face à un certain événement. On en conclut donc que le choix du parfum dépend non seulement de la personnalité, mais également de la situation. Un parfum chaud et sensuel lors d'un premier rendez-vous, un parfum frais et discret lors d'un entretien d'embauche ou encore un parfum fruité lors d'une belle soirée d'été. Bref, les différentes combinaisons d'odeurs sauront répondre à vos besoins, quels qu'ils soient. Mais une question subsiste. D'où proviennent toutes ces différentes combinaisons d'odeurs? D'abord, il est important de connaître la composition d'un parfum. Dans un parfum, on retrouve de l'alcool, des huiles essentielles et des molécules odorantes. Ces molécules sont en fait de minuscules particules qui imitent l'odeur d'une fleur, par exemple. Ce sont les mélanges de ces différents composants qui permettent l'obtention d'odeurs uniques. Le but de mon projet est donc de confectionner un parfum qui contient tous ces éléments en partant de zéro. Afin d'atteindre cet objectif, différents produits naturels et synthétiques ont été sélectionnés. Pour ce qui est des produits naturels, le citron, l'orange et le cèdre ont été choisis afin d'obtenir des huiles essentielles. Cependant, il est important de noter que l'extraction d'huiles essentielles des fruits et des plantes ne produit qu'une quantité minime. Pour ce qui est du produit synthétique ou artificiel, c'est le bêta-bromostyrène, une molécule à l'odeur de jasmin qui a été confectionnée.
Pour ce faire, c'est de l'acide transdynamique qui a été transformé suite à différentes réactions chimiques. Une fois tous les produits rassemblés, les huiles essentielles et la molécule à l'odeur de jasmin ont été mélangées afin d'obtenir différentes combinaisons d'odeurs. Par la suite, de l'alcool a été ajouté afin de diluer et rendre l'odeur un peu moins forte. Un sondage final a été effectué afin de vérifier si les parfums avaient des odeurs agréables et il semblerait que les odeurs plus fruitées semblent les plus appréciées. Ah, les parfums, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas toujours compte, mais ils font partie entièrement de notre quotidien. Et je pense que c'était très intéressant de savoir justement qu'est-ce qu'ils viennent procurer chez nous, qu'est-ce qu'ils viennent chercher. Donc, merci pour cette belle présentation. Merci. Quel aspect du programme de sciences de la nature t'a vraiment passionné? Qu'est-ce qui t'a marqué? Je dirais que c'est majoritairement les cours de biologie, parce que c'est vraiment là, quelque chose qui me touche là, depuis ma plus jeune enfance. J'écoutais des documentaires à toutes les semaines sur la biologie, les animaux, la physiologie. Donc, je dirais que c'est vraiment ça du parcours de la science de la nature qui m'a le plus intéressée. Et justement, avec ce parcours, où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Bien, dans 5 ans, je vais probablement être encore à l'université. Je vais sûrement faire une maîtrise. Là, je m'en vais en biologie. Wow! Quelle surprise! Puis, c'est ça, je devrais encore être à l'université faisant ma maîtrise là-dedans. Puis, est-ce que tu penses que... Quel prof, toi, tu apporterais avec toi? Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué plus, j'imagine, ton prof de biologie, peut-être? Bien, oui, il m'a beaucoup marqué parce que je trouve ça vraiment intéressant. Mais je dirais aussi Isabelle Bouchard, professeure en physique, parce que je trouve que c'est vraiment une personne ressource pour tous les élèves. Premièrement, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Ça paraît qu'elle aime ça. Puis, on peut toujours aller la voir là, juste de même, aller cogner à sa porte, jaser un peu avec elle. Elle est toujours ouverte à une discussion. C'est vraiment plaisant. Bien, écoute, merci beaucoup, puis on te souhaite de me réussir ta maîtrise, donc bon succès. Merci. On y va maintenant avec la présentation de la 10e candidate, Élodie Gagnon. Bonjour, mon nom c'est Élodie, j'ai 20 ans et mon projet c'est automatisation d'une serre miniature. Ce qui m'a marqué le plus dans mon passage en sciences de la nature, c'est quand le cégep est venu me supporter au Casse-Noisette. Dans le fond, ils ont fait une publicité avec moi dedans. Fait que c'était vraiment le fun, là. J'avais vraiment l'impression que le cégep était derrière moi puis derrière mes démarches artistiques aussi. Donc maintenant, je vous laisse sur mon projet. L'an passé, j'ai eu une idée de génie. En tout cas, c'est ce que je pensais à ce moment-là. J'allais me faire un jardin. Mais j'avais oublié un petit détail. Chez moi, un cactus, ça ne survit pas. Donc, je vous laisse imaginer la suite de l'histoire. Mes 6 plantes cocombes sont mortes dans d'atroces souffrances de déshydratation. C'est à ce moment-là que je me suis imaginé un système qui allait arroser mes plantes selon le taux d'humidité dans la terre. C'est de là qu'est venu mon projet de fin d'études. Au centre de ce projet-là, il y a beaucoup de programmation. Comme mon but est de vous garder réveillés ce soir, on va sauter cette partie-là puis on va plutôt aller vers les capteurs. Les capteurs, c'est le fun parce que c'est comme des êtres humains. Ils ont comme une personnalité. Dans la vie en général, il y a 2 types de personnes. Il y a la catégorie des gens qui sont aimables, gentils, bref, ceux qu'on apprécie. Puis il y a aussi la catégorie des gens qui sont chialeux, entêtés, bref, ceux qu'on n'aime vraiment pas. Au centre de cette catégorie, il y a la pompe. C'est un vrai enfant roi. On a dû lui créer son environnement à elle avec sa propre source d'énergie à elle parce que madame, il fallait qu'elle en ait plus que tout le monde. Accroché à la pompe, il y a le relais. Le relais, lui, c'est comme le prof qui essaie de gérer l'enfant roi puis de faire des compromis pour pas qu'il fasse le bacon dans la classe. En plus de tout ça, la pompe devait être constamment sous l'eau. Donc, quoi de mieux qu'un capteur de niveau d'eau pour mesurer le niveau de l'eau dans le réservoir? Mais après avoir vu ce dit capteur, on s'est rendu compte qu'il était beaucoup trop court. Donc, on est plutôt allé vers le capteur à ultrasons. Lui, c'est comme une chauve-souris. Il envoie des signaux pour mesurer la distance. Le seul petit problème, c'est qu'on ne pouvait pas voir la distance sur le capteur. Donc, on a dû intégrer un écran à notre système. Puis, tant qu'à avoir un écran, pourquoi pas ajouter la valeur de température, d'humidité, de luminosité, bref, tout pour garder ça simple. Bref, après avoir branché tout ça ensemble puis mis ça sur la carte Arduino, puis après avoir passé des heures et des heures à percer des trous et à ramasser l'eau qui s'était miraculeusement rendue par terre, on a réussi à faire un système qui fonctionne.
Donc aujourd'hui, je vous présente SIA, notre système d'irrigation automatisé qui assure la survie de mes plantes grâce au capteur d'humidité dans le sol qui envoie un signal à la pompe lorsque la terre est trop sec. Puis en passant, vous avez bien entendu, j'ai bien dit mes plantes. Orgueilleuse comme je suis, c'est pas vrai que j'allais laisser tomber le projet de me faire un jardin. Seulement, je pense de plus en plus à me faire ce système-là chez moi. Je pense qu'avec tous les projets qu'on a vus ce soir qui concernaient les plantes et comment entretenir un jardin, bien, ça devrait nous pousser à en avoir un jardin. Et si tous ces projets voyaient le jour, je pense que moi-même, je me ferais un jardin parce que peut-être que mes plantes finiraient par survivre. Bonjour. Bonjour. Qu'as-tu découvert? Est-ce que tu as découvert un nouvel intérêt après avoir fait le projet 180 secondes? Oui, mais ça m'a vraiment fait rendre compte que j'adore parler devant le monde, puis j'aime justement prendre des sujets qui sont plus compliqués puis les rendre accessibles à la population en général. Donc, j'ai vraiment apprécié là, faire ce projet-là. Je me suis découvert quelque chose que j'aimais bien, en fait. Que tu aimais chez toi. Oui. Et si je te dis dans 5 ans, tu te vois où? Ça serait où? Tu serais dans 5 ans? Dans 5 ans, je vais probablement venir de graduer de la physiothérapie. Okay. Donc, je vais sûrement être en recherche d'emploi ou en train de faire mes premiers pas dans ma future carrière. Et justement, pourquoi toi, tu avais choisi Sciences de la nature au Cégep de Jonquière? Parce que c'est un programme qui m'offrait beaucoup de choix, qui m'offrait aussi la possibilité justement de le faire en 3 ans parce que j'ai fait Sciences de la nature en sport-études, dans le fond en sport-études ballet. Donc, ça m'offrait aussi cette possibilité-là. Puis, ça m'offrait les possibilités de voir plein de sciences, puis d'avoir plein de connaissances sur toutes ces sciences-là, puis d'acquérir plein de connaissances. Là. Bien, écoute, on te souhaite de réussir dans tes études. Bon succès. Merci. Les projecteurs seront maintenant allumés pour la prochaine candidate, Mathilde Rivard. Salut, moi c'est Mathilde, j'ai 19 ans, puis mon projet c'est l'étude de la création d'écosystèmes autosuffisants. Je dirais qu'un des points forts de mon parcours en sciences de la nature au Cégep de Jonquière, ce serait vraiment le cours de projet à la dernière session, parce qu'on a vraiment la liberté de choisir ce qu'on veut faire, fait que c'est vraiment plus intéressant pour les élèves. À tout de suite! « 2030. Projetons-nous en 2030. Certains d'entre vous seront peut-être parents. Les Canadiens auront peut-être finalement ramené une Coupe Stanley à Montréal et vivrons-nous enfin une vie sans pandémie. 2030, c'est aussi l'année où les scientifiques prévoient atteindre l'augmentation de 1,5 degrés Celsius de la température globale terrestre. Cette augmentation, fruit des comportements humains, est, comme vous le savez, déjà redoutée depuis plusieurs années. Depuis, les recherches scientifiques portant sur les changements climatiques sont en pleine évolution et tentent tant bien que mal de mieux les comprendre et d'en limiter les effets. Toutefois, les astrophysiciens, eux, de leur côté, ils se préparent du mieux qu'ils peuvent au pire scénario, un déménagement sur une autre planète. Imaginez-vous vivre sur Mars. Vous réveillez un bon matin, vous versez votre café habituel et devant vous, qu'est-ce que vous voyez? Que du néant, que du rouge. Pas si intéressant que ça, non? Eh bien, c'est ici qu'entrent en jeu les mésocosmes, qui sont en fait des représentations à plus petite échelle de la nature et du monde qui nous entoure, un peu comme un aquarium de maison qui tente de reproduire l'environnement naturel de vos poissons. Le but ultime de ces dispositifs serait non seulement d'y étudier les changements se déroulant sur notre propre planète, mais d'ultimement les déplacer sur une autre, reproduisant ainsi notre biodiversité, notre faune et notre flore le plus fidèlement possible. Donc, plus besoin de vous inquiéter de votre vue lors d'un potentiel dimanche matin sur Mars. Blague à part, à plus petite échelle, ici au département de biologie du Cégep de Jonquière, ma collègue et moi, on a tenté de recréer notre propre prototype de dôme. Ce qu'on s'est demandé, c'est s'il serait possible de faire survivre un écosystème autosuffisant, complètement scellé et indépendant du monde extérieur, un peu comme une mini-planète B. Bon. Évidemment, notre représentation à nous se veut un peu plus simple, se limitant à une seule espèce animale, des vers de terre, et à une seule espèce végétale, des plantes araignées. Au cours des dernières semaines, on a donc suivi la progression de notre écosystème fermé en y prenant diverses données. Par exemple, on a capté les taux de dioxygène et de dioxyde de carbone, qui sont 2 gaz impliqués dans la photosynthèse, soit le cycle de respiration des plantes.
Au bout de nos expérimentations, ma collègue et moi, on a eu le plaisir de constater que notre écosystème, il continuait de vivre par lui-même avec la seule et unique eau qu'on y avait versée avant de le sceller, sans aucun apport d'aide extérieure. En effet, nos plantes étaient encore vertes et vivantes et nos vers de terre, eux aussi, étaient vivants, même qu'ils se sauvaient partout dans l'aquarium. Notre projet, c'est ainsi, selon moi, une preuve réelle qu'au final, la nature n'a pas besoin de l'humain pour survivre et que c'est nous et non la planète qui disparaîtront les premiers. D'ici 2030, peut-être serons-nous employés au poste de nos rêves, mais peut-être aurons-nous aussi besoin plus que jamais de ces mini-dômes et des possibilités de recherche qu'ils offrent afin d'éviter une catastrophe. Merci. Encore un projet sur l'écologie. 2030, c'est dans 8 ans, donc je pense que c'est important d'en parler. Donc, merci beaucoup, Mathilde, pour ce projet très intéressant. Qu'est-ce que toi, tu retiendrais de ton expérience 180 secondes? Je crois que c'est surtout de se faire plus confiance, moins stressé, ça va bien aller. Puis, au final, c'est le fun, c'est notre projet, on le connaît bien, donc pas besoin d'autant stresser. Puis, toi, qu'est-ce que tu aimerais faire? C'est quoi tes projets académiques, mettons, pour les prochaines années? Mais moi, j'aimerais ça aller étudier en physiothérapie aussi, préférablement à l'extérieur de la région. Je ne sais pas encore, on est encore en attente. On est encore en attente. Et est-ce que, quel prof, toi, tu apporterais avec toi pour ton futur, dans ton avenir? Comme d'autres ont dit, moi, je pense que j'apporterais Mme Isabelle avec moi. Mme Isabelle, c'est un peu comme la maman des sciences nat, j'ai l'impression. Elle coordonne le programme. Je l'ai eu en prof de physique, avec Saguenay Scientifique aussi, puis dans le comité de sciences nat, donc je dirais Mme Isabelle. Bien, écoute, merci beaucoup, Mathilde. On te souhaite bon succès. Merci. Sans plus tarder, voici la présentation de la dernière candidate, Aude Plourde. Bonjour, mon nom c'est Aude, j'ai 18 ans et mon projet, c'est l'analyse des protéines et des minéraux dans la viande et les substituts. On pense souvent qu'en sciences de la nature, les étudiants, ça ne s'entraide pas à cause de la fameuse cotère et tout. Mais dans le fond, c'est vraiment pas le cas. C'était plaisant justement de s'entraider dans les 2 années. Puis je peux pas passer à côté le fait des ateliers de programme, les profs qui sont tellement disponibles puis dévoués pour les élèves aussi. On se voit tout de suite. Bonne présentation! Que ce soit le véganisme, le flexitarisme, le sans gluten, le sans lactose, le régime paléo ou le végétarisme, vous connaissez sûrement quelqu'un dans votre entourage qui a des restrictions au niveau de son alimentation, que ce soit volontairement ou non. Afin qu'on soit tous sur la même base, une personne végétarienne ne consomme pas de viande ni de poisson, mais elle consomme des produits dérivés des animaux tels que les œufs, le fromage ainsi que le lait. Pour ma part, ma tante est elle-même végétarienne depuis une 12aine d'années. Alors que j'étais très jeune, ma mère m'a confié qu'elle avait dû se rendre à l'hôpital parce qu'elle se sentait faible. Le médecin avait alors confirmé qu'elle faisait de l'anémie ferriprive. Du haut de mes 6 ans, je me suis demandé « de l'ané quoi? » Pour ceux qui, comme moi, ne le savaient pas, l'anémie, c'est un trouble qui se caractérise par un nombre anormalement faible de globules rouges en santé dans le sang. Les globules rouges, c'est comme des petites navettes spatiales qui assurent le transport de l'oxygène dans tout notre corps. Je me suis longtemps demandé pourquoi ma tante s'était retrouvée à l'hôpital jusqu'à ce qu'on m'explique que c'était en raison de son alimentation. Elle manquait de fer, ce qui rendait la conception de ces petits vaisseaux spatiaux plus difficile. 12 ans plus tard, j'ai donc décidé de consacrer mon projet sur un aspect de l'alimentation, soit l'étude des protéines et du fer, qui sont tous deux essentiels au bon fonctionnement du corps. Le but de mon projet était de déterminer les meilleures alternatives végétaux en les comparant à différents types de viande, soit le bœuf, le saumon ainsi que le poulet. Les substituts analysés étaient le pois chiche, le tofu et le Beyond Meat. Afin de vous illustrer le rôle des protéines, vous pouvez vous imaginer des petits mécaniciens dont le rôle est de réparer les muscles et de refaire une beauté aux os. Les protéines se retrouvent en très grande quantité dans le poulet, suivi de très près par le tofu. Pour ce qui est du fer maintenant, c'est dans le saumon qu'on a déterminé une quantité supérieure aux autres de fer et c'est dans le Beyond Meat qui avait davantage de fer dans cette alternative. Pour ce qui est du tofu et des pois chiches, ils ne contenaient qu'un taux très faible de fer, ils ne sont donc pas à prioriser pour cet aspect. Donc pour faire simple, mangeons du tofu pour ses protéines et du Beyond Meat pour son taux surprenant de fer.
C'est donc ainsi que 12 ans plus tard, je serai enfin en mesure de conseiller ma tante sur les meilleures alternatives végétaux à consommer pour être en bonne santé. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? De plus en plus de personnes sont végétariennes et je pense que c'est important de s'informer là-dessus parce que peut-être que ça deviendra un mode de vie dans plusieurs années en raison justement de nos valeurs écologiques et du fait que les ressources ne sont pas inépuisables. Bonjour Aude. Allô. Qu'as-tu découvert à travers ce projet 180 secondes sur toi-même? J'ai vraiment aimé l'aspect que c'était vraiment sortir de sa zone de confort. En sciences de la nature, on n'a pas l'habitude de faire des présentations orales, donc c'était vraiment sortir de sa zone de confort puis essayer quelque chose de nouveau. Justement, dans le programme Sciences de la nature, c'est quoi que toi tu as préféré? Je dirais que c'est les cours de biologie. Ça m'a toujours intéressée. Je sais depuis que je suis jeune que je vais aller dans le domaine de la santé. Puis justement, dans le domaine où je vais aller, mes cours de biologie vont m'être très utiles, là, tout ce qui est l'aspect du corps humain. Écoute, on te souhaite de réussir dans tes études. Bon succès à toi, Aude. L'émission tire déjà à sa fin, mais avant de se quitter, c'est l'heure du moment tant attendu, la remise de prix. Le Cégep de Jonquière est fier de remettre 850 $ aux 3 premières positions, les étudiants qui ont excellé. Sans plus tarder, j'inviterai maintenant sur scène nos 3 dignitaires pour la remise de prix. Le premier prix sera remis par notre présidente d'honneur, Mme Julie Bergeron. Alors, félicitations d'abord à tous. Vous avez été extraordinaires. J'ai appris beaucoup de choses ce soir et je vois que vous êtes de bons vulgarisateurs scientifiques. Alors, en 3e position, c'est une jeune femme qui nous a appris que le savon en barre pour les cheveux, c'est une bonne chose, c'est écologique. Alors, bravo à Maria Racine en 3e position. Maria, on continue maintenant avec la 2e position qui sera donnée par M. Maxime Gélina, professeur au département de physique du Cégep de Jonquière. Alors, en 2e position, c'est une jeune fille qui nous a dit qu'elle adorait les plantes, mais qu'elle avait de la misère à s'en occuper. Élodie Gagnon avec le système automatique d'irrigation. Bravo, Elodie. Et maintenant, sans plus tarder, c'est l'heure de la première position. Je vois un peu de fébrilité dans le public. La position sera donnée par le Dr Mathieu Cusson, professeur de biologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Quelle belle soirée que nous avons eue aujourd'hui. J'ai vu des centaines de présentations de projets dans ma vie et puis je pense que ceux que j'ai vus ce soir étaient vraiment à la hauteur. Donc, la personne qui a gagné ce soir, c'est Mathilde Rivard. Bravo! Bravo Mathilde! Bravo, merci beaucoup! Félicitations aux gagnants. Merci à l'équipe de mon projet en 180 secondes. Je pense notamment à Martin Rivard, enseignant, et tous les professeurs qui ont travaillé sur le projet. Les étudiants aussi, des super beaux projets qui ont été présentés. Merci également à toi, Léonie Porcier, pour tes belles entrevues. Vraiment, ça a rajouté de la couleur à l'animation. Merci à toi, Rémi Bouchard. Sinon, ça ne serait pas pareil, l'animation sans toi. Fait que merci beaucoup. Merci beaucoup. Et finalement, j'aimerais remercier vous, cher public, et vous à la maison, d'avoir écouté. Sur ce, on se dit peut-être à l'année prochaine. On ne sait jamais. Bye bye tout le monde. Bravo.